Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons Ivan Tourguenieff dans le cadre de son livre Mémoire d'un chasseur, et dans la nouvelle il fait Bon vivre là, qui est une ode à la nature, aux végétaux et aux animaux, et à l'homme bien sûr qui se trouve au milieu, ainsi qu'aux éléments naturels comme les cascades, les fontaines, les rivières, etc. Un paysage enchanteur. Voilà. Donc voilà le livre. Voilà la quatrième. C'est là qu'il fait bon vivre. Alors cette nouvelle est un entrelacement, ce passage-là est un entrelacement de tableaux, de saisons, un peu dans un certain désordre, voilà, mais avec d'autres intermèdes, comme vous allez voir, mais ça reste du Tourguenieff. Toute votre vie se déroule à vos yeux. L'homme est alors pleinement maître de son passé. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, on s'était arrêté sur cette perception qu'avait celui qui se promène, tout à coup d'être envahi par ses souvenirs et donc de s'abstraire totalement de la nature. Donc toute votre vie se déroule à vos yeux. L'homme est alors pleinement maître de son passé, de ses sentiments, de son âme entière. Rien ne va troubler sa rêverie, il n'y a ni soleil, ni vent, ni bruit. C'était la dernière vue, c'est quand on s'était arrêté. Maintenant, l'automne. En automne encore, par un matin de gel frais et pur, quand le bouleau dessine de féeriques rameaux d'or sur le ciel, le bouleau, c'est joli, hein, le tronc blanc là, sur le ciel d'un bleu tendre, quand le soleil bat et son chaleur brille plus intensément qu'un été. Hein, donc la lumière de l'automne est plus intense que celle de l'été. Bon. Un bosquet de trembles, resplendissant d'outre en outre, semble tout allègre de se sentir nu, amusant. Le tremble est une variété de peuplier dont les feuilles sont au bout d'un pédoncule long, ce qui fait qu'au moindre souffle, il tremble. Voilà. Le fond des vallées est blanc de grésil. Une brise fraîche chasse devant elle les feuilles recroquevillées. Les ondes bleues de la rivière bercent mollement les oies et les canards éparpillés. On les voit, les oies et les canards qui tanguent quand la rivière est un peu agitée. Dans le lointain, un moulin, à moitié caché par les sols, tourne sans cesse, tandis que diable en l'air, des pigeons le survolent. Il y avait des moulins à farine, donc installés sur les eaux, le beau temps. Voilà maintenant les jours d'été. Peu prisés des chasseurs, les jours brumeux d'été n'en ont pas moins leur charme. Impossible de tirer, par exemple. Le gibier se lève sous vos yeux et se perd aussitôt dans la blancheur opaque du brouillard tenace. Ah.
C'est un pays où il doit y avoir ce coin de la Russie, là. C'est un pays dans lequel il doit y avoir des lacs, des étangs, des rivières, beaucoup d'eau, pour qu'il y ait de la brume. Mais quel calme, quel indicible calme règne alentour. Tout est réveillé et pourtant tout se tait. On frôle un arbre, rien n'y bouge. Il s'immobilise dans un repos voluptueux. C'est un arbre sans doute très dense. À travers la fine vapeur épandue dans l'air, une longue raie s'estompe. Ah bon. On croit que c'est une forêt. En approchant, la forêt devient une floraison d'armoises, une plante qui forme haie entre deux champs. Au-dessus de vous, tout autour, partout, le brouillard. L'été, le brouillard. Mais voici qu'un vent léger se lève. Un coin de ciel pâle transparaît sous l'aérienne vapeur, aussi ténue qu'une fumée. Un rayon d'or perce soudain, ruisselle en longues cascades, inonde les champs, frappe la forêt, le soleil. Puis de nouveau, tout redevient sombre. Le temps est perturbé. La lutte continue longtemps, mais aussi quelle sérénité divine quand enfin la lumière triomphe, quand les dernières vagues de brouillard viennent s'aplatir en nappe dans la campagne ou s'évanouissent dans les profondeurs de la nuit rayonnante. Il y a chez Turgenev une grande partie sur les éléments naturels, le ciel, le brouillard, l'air, les bourrasques, il y a tout. Profondeur de la nuit rayonnante. Alors voilà, avant de voir l'hiver, on va voir d'abord la description de la steppe. Que je vous dise un petit prélude. Le mot français steppe vient du russe steppe, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de E, il n'y a qu'un P. Steppe, qui désigne d'anciennes formations de graminées sauvages qui ont généré un sol noir, très riche dessous, et que les tsars avaient ordonné aux Cosaques de défricher pour les mettre en culture. Voilà. Alors ça n'a pas été fait dans toute la Russie, bien sûr. Donc il y a des endroits où il y a des steppes naturelles. Alors là, vous allez avoir une description de la steppe. Ou bien encore, vous partez pour une lointaine partie de chasse en pleine steppe. Après divers de mauvais chemins de traverse, voici enfin la grande route. La grande route. On dépasse d'interminables convois. Il y avait déjà de la circulation. On laisse derrière soi des auberges, avec leurs puits, leurs portails, grands ouverts, leurs samovars qui pétillent sous le vent. Samovar, c'est pour le thé. On traverse un village, puis un autre, des champs à perte de vue. C'est immense. La Russie, de toute manière, c'est le plus vaste pays du monde. De vertes chenilles, et longtemps, longtemps, vous roulez ainsi. Longtemps, longtemps, vous roulez ainsi. L'épi voltigé de sol en sol, de longs râteaux aux mains, des râteaux.
tout long. Des femmes traversent les champs, besace sur l'épaule. Un cheminot en cafetan de nankin usé se traîne d'un pas fatigué. Une lourde voiture de maître, attelée de 6 forts chevaux, vous croise, cahotante. Le coin d'un oreiller se montre à la portière. Le maître se repose, il faut qu'il ait du confort. À l'arrière, assis de biais sur un ballot, un grand laquais en livrée, couvert de boue jusqu'aux yeux, se cramponne à une corde. Dire que, en 1849, se trouvant là, Tourigneff a vu passer cette lourde voiture attelée de 6 forts chevaux avec le grand laquais, que ça s'est passé peut-être en 1 minute tout ça, et qu'il a tout noté, et que bientôt, 200 ans après, on en parle. C'est beau. Voici le chef-lieu du district. Ces maisonnettes de bois branlantes. Ces palissades interminables. Ces maisons de briques construites par des gens de négoce qui ne les habitent point. Son vieux pont jeté sur un profond ravin. Eh ben, c'est pittoresque. En avant, la steppe est proche. Quelle vision de cette côte, des mamelons labourés de haut en bas, s'épaissit en de lentes ondulations. Labourés de haut en bas, de haut en bas. À la descente, quoi. C'est logique. Parce que dans l'autre sens, à remonter, les bêtes de trait vont peiner davantage. Des ravins envahis par les buissons serpentent entre ces hauteurs. Il y a beaucoup de ravins. Des bocages forment çà et là de longs îlots. Des sentiers étroits mènent d'un village à l'autre. De blanches églises apparaissent. À travers les osiers, une rivière scintille, coupée en 4 endroits par des barrages. Au loin dans la plaine, les outardes se désoient, se suivent à la queue leu. Un vieux manoir avec ses communs, sa grange, son verger, se blottit contre un étang minuscule, un étang d'agrément là. Mais vous avancez toujours. Les mamelons s'abaissent de plus en plus. Les arbres se font rares. Là aussi, enfin la steppe. Parce que la steppe, je pense pas qu'il y ait des arbustes à la rigueur. Mais très très rare doivent être les arbres. Là voici enfin la steppe. La steppe immense et sans limite. La steppe immense et sans limite. Si vous voulez en savoir plus, il faut lire le livre. J'ai pas jugé que la description de la steppe était à retenir. Bon, à voir, à vérifier. Et l'hiver, chasser le lièvre à travers les monticules de neige, respirer l'air coupant et glacé. Il ne faut pas qu'il soit trop froid, hein. Fermer les yeux sous le scintillement du givre, admirer la teinte verte du ciel au-dessus des bois roux, gelés, quoi. Printemps. Et les premiers jours de printemps, on a déjà vu au tout début, première vidéo, c'est le départ avant l'aube,
au printemps. Là, on y revient. Et les premiers jours de printemps, lorsque la neige brille et s'affaisse, sous la lourde vapeur qui s'en dégage, la terre exhale déjà de chaudes effluves aux endroits où les rayons obliques du soleil l'ont mise à découvert. Les alouettes, on les retrouve confiantes en entendre leur chant. Dans un gai mugissement, les torrents écumeux se précipitent de ravin en ravin. C'est vraiment la puissance de la nature, omniprésente. Et voilà donc un adieu d'Ivan Tourgueniev en 1849. Adieu lecteur. Ça c'est moi qui l'ai mis. Tourgueniev là. Mais il est temps de finir. Je vais parler fort à propos du printemps. Au printemps, les séparations sont faciles. Au printemps, les gens les plus heureux aspirent aux rives lointaines. Adieu, lecteur, je vous souhaite un bonheur éternel. C'est très beau, c'est très gentil. Merci Ivan. Par-delà le temps, merci Ivan. Adieu lecteur, adieu auditeur. Je vous souhaite, avec Ivan Tourgueniev, un bonheur éternel. Il y a encore une vidéo. Alors ça c'est moi. Je ne sais plus qu'un poète disait que les images poétiques étaient comme des cailloux au fond d'un ruisseau, étincelant de couleurs comme des joyaux. C'est vrai, je ne me souviens plus. Que votre lecture soit de même. D'abord, à petite goulée. Oui. Peu à la fois, mais souvent. C'était la devise de l'oncle de Marcel Proust dans La recherche du temps perdu. Les parents de Marcel Proust recevaient un vieil oncle le dimanche dans leur jardin autour d'une table pour le café. Ce vieil oncle fascinait le petit Proust parce qu'il parlait de... C'était un colonial sans doute. Il parlait de terres lointaines, de tas de choses. Et il avait un mot-clé, une phrase clé. Souvent, mais peu à la fois. C'est précieux, notamment si vous voulez mémoriser une langue. Souvent, mais peu à la fois. Donc à petite goulée. Et qu'ensuite, que votre mémoire s'exerce un peu, si l'on arrivait à retenir certains passages et à les citer comme ça, ce serait très bien. Ça impressionnerait tout le monde. Adieu donc, lecteurs et auditeurs. Et bien, sur cet adieu, je vous dis, avec Ivan Tourgueniev, de faire ce que j'ai inscrit là. La petite goulée. Au revoir à toutes et à tous. Lisez bien les mémoires d'un chasseur. Au revoir.